voulais juste souhaiter la bienvenue à nos invités. Mylène Besson, Bruno Doucet, Marie Morel, Michel Ménaché. Donc on va être sur la création, sur la poésie, sur l'édition. Et je laisse tout de suite Thierry Caquet qui va donc animer ces échanges. Voilà. Et je vous souhaite un agréable moment. Merci, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc pour cette rencontre effectivement qui va être un regard croisé entre l'art et l'édition, un dialogue entre poésie et peinture pour lequel on a le plaisir donc, de recevoir nos 4 invités. Peut-être vous ne les connaissez pas, je vais les présenter brièvement avant de leur passer la parole. On a la chance de recevoir donc Mylène Besson, je pense que c'est peut-être la plus connue puisqu'elle habite à Chambéry, peintre et créatrice de livres d'artistes, en collaboration avec de nombreux auteurs, de nombreux poètes, Michel Butor évidemment, sans doute celui peut-être avec lequel vous avez le plus travaillé, je crois. Ouais. Mais aussi Régine Le Tambel, Joël Bastard, Bernard Noël, Fernando Arrabal, Dominique Sampiero, et puis Michel Ménaché ici présent. Certaines de vos œuvres donc, de livres d'artistes sont exposées à la médiathèque Georges Brassens. Je vous invite, si vous n'y êtes pas encore allé, à aller y voir parce que c'est absolument splendide. Vous avez aussi réalisé un projet qui prend une place centrale dans la manifestation Les femmes, rire et larmes, qui est une fresque grandeur nature qui est intitulée Les femmes qui rient, qui a donné lieu à cet ouvrage. Et Les femmes qui rient sont des portraits de femmes grandeur nature, donc, qui a aussi donné lieu à la publication de ce livre, qui est une sorte de prolongation, sans doute aussi, on en parlera peut-être, du travail que vous avez réalisé. Et puis c'est issu de cette fresque, le petit programme, on voit, voilà, on voit un extrait de votre travail voilà, sur le programme. Et puis, nous avons le plaisir aussi de recevoir Marie Morel, qui est également peintre. Sur votre biographie, on pourrait dire que quand on lit votre biographie, que vous êtes peintre depuis toujours, puisque c'est comme ça que vous vous définissez. Une peinture où se mêle souvent l'écriture aussi, avec, on en parlera sans doute, quelque chose qui se rapproche du journal intime, de l'intimité littéraire. Charles Julier, dites-vous que vous êtes une intellectuelle aux mains savantes. Je ne sais pas si vous acceptez la définition. Faites voir vos mains. On voit bien ce que ça veut dire, tout à fait. En tout cas, vous avez aussi de nombreuses affinités avec les écrivains et les poètes, donc Charles Julier que j'ai cité, mais aussi Pascal Quignard qui a publié aussi un livre avec vous, un très très beau livre qui dit énormément de choses sur votre travail, ou encore des auteurs comme Claude Louis Combet. Et vous êtes également éditrice, donc c'est un des thèmes de la discussion de ce soir. Vous avez édité des livres d'art. Vous êtes responsable des éditions du Regard, qui notamment publie une revue non, c'est pas des éditions. C'est pas des éditions du Regard, ça c'est un autre éditeur. Alors Regard, c'est la revue, c'est la revue Regard. Vous êtes quand même éditrice de la revue Regard. On pourrait dire. Comment vous définissez par rapport à ça? Je me définis pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est aussi bien. En tout cas, vous vous occupez, alors on va dire ça comme ça, vous vous occupez de la revue Regard, qui, à chaque numéro, est consacré à un artiste, un peintre ou un poète actuel, avec à chaque fois des textes, des dessins, des interviews qui sont inédits. Voilà. Ça, c'est exact. Et comme Regard est tout petit, j'ai décidé de faire plus gros pour aider mes amis, et c'est là où je me suis mis à faire des livres. Mais je ne me considère pas du tout éditrice. Je fais des livres. Ah, alors justement, on en discutera avec aussi sans doute Bruno Doucet qui lui est éditeur, et vous nous direz comment vous vous situez l'un et l'autre par rapport à ça. Donc simplement par rapport pour terminer avec ce qui vous concerne, vous avez aussi, on peut voir aussi une vaste peinture de vous à la Cité des Arts qui s'appelle Les femmes du siècle passé, une peinture qui fait 21 mètres de long et qui représente 400 portraits de femmes qui ont eu une importance dans l'histoire,
mais qui ont été complètement oubliées, puisque souvent ce sont les hommes qu'on a mis en avant, alors que ces femmes sont malheureusement tombées dans l'oubli, et vous en faites des portraits, des petits portraits individuels qui forment une fresque complète, puisqu'on a ces 400 portraits mis côte à côte, en long et en large. Donc, on reçoit aussi Michel Ménaché, qui est poète, qui est chroniqueur dans de nombreuses revues, qui anime aussi des ateliers d'écriture. Et pour ce qui concerne votre poésie, vous la placez sous l'œuvre, c'est comme ça que vous définit pour le coup Bruno Doucet, vous placez votre œuvre sous le signe du dialogue et de la fraternité. Et du dialogue, il en est question aussi avec les artistes peintres, on en parlera, puisque vous aussi vous avez créé des livres d'artistes, et notamment vous avez collaboré avec Mylène Besson. Et puis donc on reçoit Bruno Doucet, qui est poète et éditeur, qui est responsable de la maison d'édition Bruno Doucet, qui existe depuis 2010, qui publie une poésie vivante, généreuse, c'est aussi ce que vous mettez sur votre site, offerte à tous, qui ouvre des horizons, une poésie de combat aussi, parfois, c'est important, avec des auteurs contemporains, des auteurs du monde entier. Et vous avez publié un livre qui rassemble Mylène Besson et Monsieur Ménaché, qui s'appelle Couleur des larmes, dont on peut voir ici les œuvres originales. Alors, pour débuter ce dialogue autour de la création, la poésie, la peinture et l'édition, vaste sujet. Simplement, j'aimerais débuter avec Mylène et avec Marie sur votre rapport justement à l'écriture. Comment est-ce que l'écriture intervient dans votre travail? Comment est-ce que vous saisissez des œuvres des poètes? Ou comment est-ce qu'éventuellement même vous pouvez être inspiré par des textes pour votre travail? Marie, tu y vas? Vas-y. Allez. Alors, moi, en fait, je travaille... je n'écris pas. Donc, quand je travaille, en fait, avec des écrivains, bien souvent, dans les livres d'artistes, c'est un peu tout ce qui est présenté à Georges Brassens. Ce sont... disons, je propose à l'écrivain quelque chose. Donc, je sais pas, une forme de livre, on va dire, parce que des fois, ça n'a pas forcément la forme d'un livre, mais en tout cas, quelque chose, voilà. Et c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je travaille qu'à partir de textes. Alors, il y en a quand même quelques-uns que je fais à partir de textes. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se joue, justement? Comment est-ce que vous vous dites, tiens, alors, est-ce que c'est parmi l'ensemble de votre œuvre et vos autres travaux, l'idée de se dire, j'ai envie de faire un livre d'artiste à ce moment-là, pour une raison X ou Y, et si vous travaillez à partir de textes, parfois, comment est-ce que vous travaillez à partir de ces textes pour produire quelque chose? Parce que c'est pas la même démarche de proposer une œuvre à un poète ou un écrivain que de partir à partir du travail de quelqu'un d'autre. Là, si je comprends bien, dans vos livres d'artistes, il y a deux façons de travailler. Soit c'est l'écrivain qui part de ce que vous faites, soit c'est le contraire. Oui, c'est ça en fait, mais ça a démarré en fait, j'étais toute jeune, en fait, je devais avoir 20 et quelques années, et en fait c'est avec je travaillais dans un atelier où je faisais des empreintes en gravure, et il y avait et j'ai rencontré un jeune homme qui écrivait, qui me dit qu'il écrivait quelque chose, et je dis, bah, tu pourrais pas qu'on fasse un truc ensemble. Donc c'est très souvent quand même des rencontres, et c'est à partir des rencontres, je travaille pas en fait avec des gens que je connais pas, donc je vais pas envoyer quelque chose à quelqu'un que je connais pas. Donc c'est toujours lors d'une rencontre, on décide en fait de faire quelque chose ensemble, et puis voilà. Et après c'est... Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'apporte quelle place vous donnez au livre d'artiste que vous faites dans l'ensemble de votre travail? Et bien dans l'ensemble de... En fait, un artiste, c'est quand même très seul. Et je pense que c'est une partie du travail que je réalise dans l'atelier où c'est destiné à quelqu'un. Donc c'est quelque chose d'assez, enfin pour moi c'est quelque chose d'assez joyeux parce que, bah, je sais pas, je vais penser à Joël Bastard, je vais penser à Michel, je vais penser... Donc je vais être là, en fait c'est comment dire... et en même temps c'est une aventure parce que je prépare déjà... bon,
j'ai une idée en fait de quelque chose, je dis ah ben tiens ça serait... Souvent en fait c'est un terrain d'expérience pour moi. C'est-à-dire il y a mes peintures, mes dessins que je fais, et puis à l'intérieur avec ça, par exemple avec des pochoirs, parce qu'il faut reproduire aussi, c'est à plusieurs exemplaires. Donc souvent c'est des moyens, j'aime beaucoup aussi tous les moyens, la sérigraphie, la gravure, enfin tous ces moyens qui permettent de reproduire, qui sont anciens, hein, donc bon, j'aime bien aussi les utiliser et ils sont parfaits pour les livres. Donc des fois je me dis ça irait bien voilà, pour faire un livre, et du coup je pense à quelqu'un et je me dis tiens, je devrais le proposer enfin toute seule, je me dis je devrais le proposer voilà, à Michel par exemple. Et puis voilà, et puis je le fais, on s'appelle, ou etc. Je lui dis, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un truc, j'ai pensé. Alors souvent c'est, oui, bien sûr, là. Et voilà. Et puis après, une fois que je l'ai fait, j'envoie, c'est tout simple en fait. Voilà. C'est tout simple, c'est une façon de... Quand on voit le travail qu'il y a sur ces objets, sur ces livres, sur ces œuvres, c'est pas... Mais ce qui est très riche, en fait, c'est que quand ça revient, parce que c'est un peu une aventure, ça part, c'est vide, et en fait, quand ça revient, c'est chargé du sens de l'autre, et ça devient autre chose. C'est-à-dire que on est alors donc livre d'artiste, ce sont des œuvres, objets qui sont à soit exemplaires uniques ou très peu d'exemplaires. Reproduit souvent de façon, enfin pas souvent, reproduit de façon artisanale, donc avec éventuellement des petites différences. Donc il faut effectivement imaginer que c'est quelque chose qui demande aussi pas mal de temps, j'imagine. Oui, ça demande du temps, oui. Et si j'entends bien ce que vous dites, et ce qui est intéressant donc, dans le livre d'artiste, c'est qu'il n'est complet évidemment qu'à partir du moment où il y a du texte. Vous ne considérez pas que quand vous voyez le support d'un auteur, ça constitue une œuvre en tant que telle? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, sinon je la garderais comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose à poursuivre. Mais par exemple, Michel, je pense à ceux qui sont dans Couleur des larmes, là, tes 3 poèmes qui sont... par exemple, il m'a proposé ses poèmes, mais moi, le premier truc, c'est que je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est vrai, c'est dur, quoi. Hein. Donc en fait, voilà. Et puis, je les lis. Souvent, à la première lecture, en fait, c'est tac, il y a une émotion. Et après, cette émotion, il faut lui trouver une forme. Hein. C'est un peu... Donc en fait, après, c'est ça qui prend du temps. Donc ça traîne, voilà, c'est là... ça traîne en fait, voilà, et puis un jour je m'y mets, je me dis oui, je vais faire ça, toc toc, j'essaye, je regarde si ça marche, etc. Et en fait c'est en faisant que je vais trouver la forme, voilà. Donc c'est un peu, voilà. Et alors justement la forme elle est intéressante aussi parce que on parle de livre, alors quand on dit livre, tout de suite ce qui nous vient à l'esprit c'est une forme reliée avec des pages qu'on feuillette les unes après les autres. Et là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de formes tout à fait originales qui constituent un livre parce qu'il y a aussi un sens au texte, mais qui peuvent être des supports tout à fait variés. Là, les supports, c'est peut-être beaucoup grâce à Michel Butor, parce que je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'étais très jeune. Et j'étais avec Pierre Leloup, donc, et en fait, il a dû faire quelque chose. Moi, c'est la première fois que je le voyais, ce monsieur, et il a dû partir, et il nous a dit je dois partir, etc. Et vous pouvez regarder là dans la malle, il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Et il est parti 1 heure. Donc, nous, on s'est retrouvés avec Pierre chez lui, dans sa bibliothèque, comme ça. Bon. On a ouvert la malle et c'était rempli de livres d'artistes, mais extraordinaires. Enfin, moi, c'était une découverte. On a déplié ça sur la table, on repliait, machin, on en reprenait un autre, incroyable. Et du coup, avec des formes, des livres-objets, enfin des tas, j'ai découvert ça comme ça. Et du coup, une fois qu'on a vu ça, d'un seul coup, parce qu'on n'imagine pas la liberté qu'on a en général, même dans notre propre vie, on n'imagine pas la liberté qu'on a. Et là, d'un seul coup, voilà, d'un seul coup, c'est immense ce qui s'ouvre. Et voilà. On a l'impression, en vous écoutant, que c'est un peu un terrain de jeu. Ah mais complètement, ouais. Ça complètement, c'est exactement ça. Une récréation peut-être, alors du coup, sérieuse, une récréation sérieuse en ce sens que, évidemment, vous y mettez du sens, mais dans l'ensemble de votre travail.
Oui, c'est une récréation, c'est un accompagnement. On n'est pas tout seul dans un atelier. Hein. Il y a les autres artistes qui travaillent aussi. Donc les autres artistes, qu'ils soient musiciens, poètes, écrivains, enfin voilà, ils sont là. Ils sont avec moi, en fait. Je les sens, voilà. Et en même temps, il y a aussi les morts hein, qui sont là, parce qu'il y a toute l'histoire, etc. Donc en fait, on n'est pas tout seul. On est dans un... Enfin, moi, je ne suis pas toute seule. En tout cas, je suis dans quelque chose... voilà. Mais c'est vrai que du coup, d'agir, de faire quelque chose à destination avec quelqu'un, c'est un peu... ouais, c'est un partage. Donc c'est très joyeux. Ouais, c'est très joyeux. En tout cas, ça se sent quand on vous entend. Marie Morel, quel est votre rapport, vous, au livre d'artiste et comment est-ce que ça se joue dans votre travail à vous? Alors moi, je ne fais pas du tout de livre d'artiste. Par contre, vous en avez publié. Non. Non. Moi, j'aime pas les livres d'artistes parce que j'adore offrir des livres et il n'y en a pas assez pour moi. Les livres d'artistes, on en fait 30 et encore, c'est beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien quand il y en a 1000, 2000, 3000. J'adore donner. C'est ma démarche, elle est un peu comme ça. Donc, pour moi, le livre d'artiste, c'est génial, mais je préfère que ce soit les autres qui les font. Et moi, je préfère faire des livres qui ont des plus gros tirages, parce que, j'ai tendance à en donner. Mais mon rapport à l'écriture est très différent, parce que, comme vous avez peut-être remarqué, j'écris beaucoup dans les peintures. Et c'est autre chose. Alors justement, quel est ce rapport à l'écriture et pourquoi est-ce que vous écrivez autant dans certaines de vos peintures? C'est totalement naturel. J'ai appris à écrire et j'ai toujours adoré écrire. J'ai écrit des tas de livres, je peins, j'écris dans les peintures. Parfois, c'est très rare, des écrivains non seulement écrivent sur mon travail, comme Pascal Quignard, que vous connaissez peut-être, qui a écrit plusieurs livres sur ma peinture, et on va en sortir un bientôt, un nouveau, mais il est venu écrire dans une de mes peintures et ça a été quelque chose de très très intéressant parce que ce n'était plus seulement moi qui écrivais dans ma peinture, lui est venu écrire dans ma peinture et il a écrit pour cette peinture qui s'appelle Louise Michel la plus longue phrase de sa vie. C'est-à-dire que le point est placé 12 mètres après le début de la phrase. Il était super content d'écrire la plus longue phrase de sa vie. Et alors, quel regard vous avez porté sur ce qu'il a écrit? Alors, on n'est pas dans le livre d'artiste, mais on est quand même dans l'intervention d'un écrivain sur votre travail. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte pour vous? Qu'est-ce que ça modifie aussi, y compris de votre regard à votre propre travail? J'ai l'impression que je l'aime tellement que c'est comme si c'était moi. C'est bizarre, hein? Pour moi, c'est normal et on est content. Quand il est venu travailler dans ma peinture, on était contents, comme deux enfants qui s'amusent bien à faire un château de sable et qui sont contents du résultat. On était trop contents, c'est tout. On ne se pose pas tellement de questions, hein, on crée. Oui, mais peut-être qu'après, on analyse, enfin, sur le coup. Non, parce que moi, une fois que j'ai fini un projet, je passe à un autre. Je ne me retourne jamais sur ce que j'ai fait, j'ai pas le temps. Alors du coup, quand même, par rapport à l'écriture et à ce que vous écrivez sur vous-même, sur vos propres tableaux, pourquoi est-ce que vous écrivez? Enfin, vous avez dit que vous avez toujours aimé écrire, mais quelle est la place de cette écriture? Qu'est-ce qu'elle constitue dans votre réflexion, dans votre peinture? Elle est aussi, finalement, elle fait partie de la peinture, en ce sens que, certes, on peut lire du texte, mais elle est aussi œuvre visuelle. Alors comment est-ce que vous mêlez tout ça? En fait, j'écris que dans la moitié de mes tableaux. Donc déjà, il y a une partie sans écrit dans mes peintures. Après, dans les tableaux où il y a de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai besoin de dire encore plus avec des mots. J'ai besoin des mots, voilà. Et je ne me pose pas tellement de questions, hein, en fait. Non, c'est moi qui vous les pose. Oui. Je ne sais pas si enfin, je vais prendre un exemple qui va vous choquer.
j'écris j'ai envie de jouir. J'ai peint un orgasme et pour moi il n'est pas assez puissant visuellement, donc j'ai rajouté la phrase j'ai envie de jouir. Et du coup ça prend un sens qui me correspond mieux pour ce que je veux dire. Mais j'aurais pu prendre un autre exemple, hein, plus doux. Oui, il est très bien celui-là. On est là pour jouer aussi, il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est intéressant, ça veut dire quand même qu'il y a deux modes d'expression qui sont tout à fait complémentaires, en fait. Ça se complète, c'est sûr. Et des choses que vous pouvez dire avec le visuel, la peinture, et puis d'autres que vous pouvez dire avec l'écriture, avec les mots, et on ne dit pas la même chose avec les deux. Moi, ça se met directement tout seul. Hein. Je ne me pose pas autant de questions que vous. Parce que moi, je trouve que vous avez une peinture, quand on est comme moi tout à fait ignare dans le domaine des arts, et on la rencontre, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, me semble-t-il, dans le bon sens du terme, qui nous interpelle. Enfin, moi, je ne vois pas si souvent, mais je fréquente sans doute pas assez les musées, mais d'œuvres où effectivement il y a comme ça, sur certains tableaux, des écrits. Et moi, je suis sensible à l'écrit, donc ça m'interpelle d'autant plus. Je travaille pour la librairie Garin, donc l'écrit, c'est aussi mon domaine. Donc, quand je vois comme ça autant d'écrits sur un tableau, je me pose des questions, évidemment, que peut-être vous ne posez pas, mais qui, peut-être, vous pouvez le comprendre, interpellent celui qui vous regarde, en fait. Parce que ça fait comme une sorte, on a l'impression aussi que c'est une sorte de journal intime, un peu, ou d'écriture qui participe aussi à la fois qui donne un sens supplémentaire à votre visuel, et en même temps qui constitue un tout. Les deux ne sont pas séparables, et à la fois comme une sorte de journal en train de se faire, un peu quelque chose où on participe on a l'impression de voir un petit peu aussi comment les choses se jouent. J'ai pas compris la question. Non, c'est pas une question, mais c'est est-ce que, puisque vous dites que vous ne réfléchissez pas, vous ne vous posez pas en tout cas ces questions-là, est-ce que cette écriture, elle se fait, à quel moment est-ce qu'elle intervient? Elle se fait directement, quand vous avez par exemple un tableau, comme on en a certains, avec des séparations, est-ce que vous écrivez directement dans la séparation, la case, etc. Ou est-ce que vous peignez d'abord tout et ensuite vous écrivez les textes? Comment ça se... Il y a, le truc principal, c'est vraiment je pense à ce que je veux dire. Je ne me pose pas la question où est-ce qu'il faut que je place pour que ce soit... Je pense à ce que je veux dire. Et il n'y a que ça qui est important. C'est ce que je veux dire. Je ne cherche pas à faire beau, je ne cherche pas à faire... je veux dire quelque chose. Voilà, le mieux possible par rapport à moi-même. Après, je ne peux pas vous dire quelle technique j'utilise parce que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, mais c'est déjà beaucoup. Votre réponse est tout à fait satisfaisante. Hein, il n'y a pas de... Et alors, du coup, est-ce que quand même, il y a des livres qui vous nourrissent aussi, des livres d'écrivains, des livres de poètes, que parfois vous pouvez avoir... ça, c'est une question aussi qu'on pourrait poser à Mylène. Quand vous peignez, est-ce que parfois vous lisez aussi? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous imprègnent, qui vous nourrissent et qui peut-être, de façon consciente ou pas, ressortent éventuellement dans vos tableaux? Chez moi, il y a des piles de livres, mais alors des piles partout. Sur mon lit, partout, il y a des piles de livres. Et quand je fais des tableaux, ça dépend des tableaux. Mais si c'est le tableau comme celui qui est exposé à la Cité des Arts, en effet, j'ai beaucoup lu de livres historiques sur le sujet, parce que c'est un travail de recherche énorme. Mais il y a des livres que j'ai besoin... Moi, j'ai mes bibles. Comme par exemple Les ombres errantes de Pascal Quignard. Il est toujours à côté de moi. C'est des bibles. Mais ce n'est pas les bibles des chrétiens et tout ça. C'est les miennes. Chacun sa bible. Hein. Ça me raconte l'histoire de l'humanité. Parce que lui, il sent l'origine. Beaucoup plus que les autres. Pour moi, c'est le plus grand.
quand il parle de l'origine des choses. Et j'ai besoin de lire ce qu'il écrit parce que ça me conforte dans ce que je sens. Voilà, c'est une croyance. Je crois en lui. Je crois en ce qu'il dit. Et voilà comment je prends un livre. C'est intéressant. C'est bizarre. Vous trouvez c'est bizarre? Vous avez l'air perdu un peu. Non, non, pas du tout. Je suis admiratif, au contraire. Enfin, parce que, voilà, dire qu'on... Enfin, c'est une bonne définition aussi de la littérature. Croire en un auteur, ça me semble tout à fait une bonne définition une bonne définition de la littérature, oui, tout à fait, à laquelle moi j'aurais pas forcément pensé, mais qui me semble tout à fait juste. Michel Ménacher, vous avez donc participé à plusieurs livres d'artistes, vous avez travaillé avec Mylène Besson. Avant le livre qui a été édité par Bruno Doucet, vous aviez déjà travaillé. D'ailleurs, ce travail se retrouve au milieu du livre, hein. Il est le point central. Comment est-ce que vous, donc en tant que poète, homme de mots, vous intervenez en accompagnement? Alors, vous nous direz comment vous le vivez, comment vous le sentez, une œuvre artistique. Oui, sans remonter trop loin, j'avais vu déjà chez Michel Butor justement des œuvres de Pierre Leloup et Michel Butor et de Mylène avec Michel Butor. J'avais accompagné des élèves à plusieurs reprises chez lui qui nous montraient des livres d'artistes. Et c'est comme ça que j'ai eu un premier contact avec les livres d'artistes de Mylène. Et il y a eu un moment très fort, après le décès de Pierre Leloup, il y a eu un hommage rendu à Michel Butor dans le Nord, à Lille, à Mont-Saint-Barreul et à Saint-Omer. Et à Saint-Omer, Mylène et Pierre Leloup, qui n'était plus là, ont réuni des œuvres autour de textes de Michel Butor, et j'ai été très très sensible à la beauté de cette expo. Et comme nous avons suivi Butor pendant 3 journées, j'ai rencontré tous les jours Mylène, et j'ai trouvé vraiment intéressant les échanges que nous avons eus à ce moment-là. Donc il n'est pas étonnant que je me sois adressé à elle ensuite, lorsque, avec Alain Frex, je réalisais un livre d'artistes sur le thème des femmes violentées, maltraitées, que j'ai intitulé « Triptyque sans visage », et j'ai proposé à Mylène de faire des images sur les 3 poèmes de ce triptyque. Et il se trouve que j'en ai parlé à ce moment-là aussi à Bruno. Le thème du Printemps des Poètes, en 2014, c'était « La poésie au cœur des arts ». Et Bruno a publié un carnet d'ateliers de Mylène et dans l'anthologie du Printemps des Poètes cette année-là. Ça a été le point de départ. Et comme nous avons travaillé ensemble dans l'atelier de Mylène, c'est là où j'ai eu une très grosse émotion en voyant des œuvres qui avaient été directement inspirées par la disparition de Pierre. Et j'ai commencé à faire quelques photos, Mylène m'en a envoyé d'autres, et le projet a avancé doucement au début. J'ai envoyé le début de ce travail à Bruno, qui m'a proposé de continuer, et qui m'a même suggéré d'ajouter une 3e partie au livre, une partie sur l'enfance, et ça tombait bien parce que Mylène, en 2014, a fait une très belle expo au musée Fort d'Aix-les-Bains, et donc j'ai pris une partie des images de cette exposition qui font la 3e partie de ce livre, qui est donc bâti autour d'un triptyque et qui est lui-même un triptyque. Voilà, ça c'est le point vraiment central de l'existence de ce livre, qui a été vraiment un travail fait à 3, Mylène, Bruno et moi. Et dans ce travail à plusieurs, je trouve que quand le poète sort de sa solitude, contrairement à Marie, je trouve que c'est formidable de travailler avec quelqu'un d'autre, même si c'est vrai, les livres d'artistes souvent sont réservés à une petite minorité, à des collectionneurs où s'échangent entre artistes et entre poètes. Ils circulent comme ça le plus souvent. Il y a très peu de ventes de livres d'artistes en réalité, il y a des échanges, et ces échanges donnent une jouissance, justement. Tu employais le mot jouissance, et cette jouissance, elle est très grande, je trouve, pour
le poète, et je pense aussi pour le plasticien. Il y a des réalisations qui sont enrichies l'un par l'autre. Voilà, ça je crois que c'est ce que j'ai à dire, et surtout l'émotion que me donnent souvent les œuvres des peintres que j'aime. J'aime beaucoup Ernest Pignot-Ernest, et il y a énormément de points communs entre Ernest Pignot-Ernest et Mylène. Mylène a une générosité et dans le regard et dans son rapport aux autres. Quand elle représente le monde ouvrier des Lainières de Roubaix, par exemple, dans une grande fresque, que chaque visage prend vie, qu'il y a une force collective et individuelle en même temps qui se rencontrent, ces visages qui sont des visages de personnages disparus, elle leur redonne vie. Et ça, je ne l'avais pas vu au moment où on a fait ce livre, mais j'ai vu la fresque des enfants, puis celle des SDF, puis celle des femmes qui rient, et tout ce travail-là me montre la générosité de son regard, et j'y suis vraiment très sensible. Alors, comment est-ce que ça se produit avec d'autres artistes avec lesquels vous avez pu travailler? Est-ce qu'à chaque fois il y a un schéma un peu identique, c'est-à-dire un artiste qui vous sollicite et qui dit voilà, j'aimerais bien que tu me fasses un texte là-dessus, ou est-ce qu'il y a des aventures un peu différentes, et comment est-ce qu'on se plonge dans ces émotions qui sont à chaque fois différentes? Comment est-ce qu'on met des mots pour former une œuvre totale qui ne soit pas une illustration simplement une redite du visuel, mais qui soit quelque chose qui le complète et qui amène un sens complémentaire? Oui, c'est souvent en visitant des expositions de peintres contemporains que je commence à écrire parfois un texte, que j'envoie à l'artiste, que je remets à l'artiste si je le connais personnellement, et parfois c'est le déclencheur d'un travail qu'on continue ensemble, parfois c'est des artistes qui me proposent de faire quelque chose avec eux. C'est très variable. Moi, je suis très ouvert aux propositions avec les gens dont j'aime le travail. Et par ailleurs, comme rien ne vient de nulle part, je me suis intéressé, comme Mylène, aux peintres du passé, récents ou très éloignés. Donc, il y a une série de textes que je produis, que j'intitule « L'œil nomade ». Et c'est des écrits sur la peinture. Il y en a une petite partie dans le dernier livre que j'ai publié à la Rumeur Libre, qui s'intitule La paume des jours. Et l'œil nomade, c'est uniquement des écrits sur la peinture. Et sur la sculpture, il y a aussi un texte sur Giacometti. Mais du coup, comment est-ce que, par exemple, sur ce livre-là, encore, sur l'œil des larmes, couleur des larmes, pardon. C'est parce que je vois les yeux. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la première image tout à fait. qui m'a intrigué dans l'atelier. Et c'est le premier texte que j'ai écrit, c'est sur cette image. Parce que sur ce livre-là, et puis après on demandera aussi à Bruno comment est-ce qu'il a travaillé avec vous. Sur ce livre-là, c'est pas, comme pour d'autres œuvres, livres d'artistes, un objet qui est particulier envoyé à l'écrivain. Là, c'est plusieurs tableaux qui sont sur une dizaine d'années, hein, je crois, 95, 2005, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui, oui. Et donc, avec un choix, comment s'est fait ce choix? Est-ce que c'est vous, Mylène, qui l'avez fait? Est-ce que c'est un choix commun? Pourquoi est-ce que, si c'est vous, Michel, qui les avez choisis, vous écrivez sur telle œuvre et pas une autre? Et comment tout ça prend forme et corps, enfin, dans le sens... prend du sens aussi. Il y a des images qui me parlaient plus que d'autres, certainement, mais les plus fortes, sans doute, étaient liées à la disparition de Pierre Lelloup. Ça, c'est certain. Il y a eu une grosse émotion, parce qu'on est tous obsédés par la mort, et je pense que ça a été le déclencheur, notamment cette image qui est inspirée d'un tableau de Ingres, un portrait très sage de Ingres, que Mylène transforme en Mater Dolorosa, en quelque sorte, une femme en larmes. Mais cette femme en larmes ne m'a pas paru seulement dans sa tristesse, elle me paraît aussi dans ce qu'elle donne d'elle. Il y a comme un don, et je le ressens ça dans beaucoup des dessins de Mylène. Il y a quelque chose qui s'offre au regard d'une façon extrêmement vivante. C'est-à-dire que
quand Mylène représente la mort, elle représente aussi l'amour. Et l'amour est très présent. Il y a des fondus enchaînés dans ses dessins où le corps de Pierre et son propre corps se fondent l'un dans l'autre. Et donc la disparition est aussi une résurrection en quelque sorte à travers l'amour. Et ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et je crois que c'est les œuvres qui m'ont incité le plus à écrire au début. Mais après, évidemment, j'ai laissé aller mon écriture et on voit ce qui advient. La plupart des poètes vous le diront, on ne sait pas toujours ce qu'on va écrire. On commence, parfois ça n'aboutit pas, et parfois il y a un texte qui survient et qu'on conserve, qu'on ne conserve pas parce que la relecture parfois nous montre qu'on a écrit une grossanerie ou quelque chose qui ne mérite pas d'être publié, alors que sur le coup de l'émotion, on croyait avoir écrit vraiment un très grand texte, et ce n'est pas toujours un grand texte qu'on produit. Voilà. On reste modeste. Alors justement, question aux deux, comment vous appréhendez la discipline de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que il y a une appréhension, justement, peut-être, en se disant, oh là là, mettre des mots sur de telles images, est-ce que je vais en être capable? Ou proposer mes images au mot de Michel ou d'un autre écrivain, qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il y a une peur aussi, éventuellement, ou pas du tout? C'est pas dans votre état d'esprit. Comment est-ce que vous appréhendez la discipline de l'autre? En tout cas, le poème n'est pas un commentaire de l'image. Pour moi, le poème est un contrepoint de l'image. Il la décrit, il doit dialoguer avec elle. Ça, c'est le mot qu'employait Bruno à propos de notre travail. C'est vrai que l'œuvre commune est un dialogue avec des mots, avec des couleurs et des formes. Voilà. C'est ce dialogue qu'on entretient et on ne sait pas où il nous mène. Et je pense que Mylène, je lui ai envoyé les premiers textes. Bon, elle ne savait pas où ça allait nous conduire. On espérait en faire quelque chose, mais on n'était pas sûr. Et quand Bruno s'est montré intéressé, on a dit, ben, on y va. Voilà. Et il nous a vraiment encouragés parce qu'on n'était pas sûr de trouver un éditeur pour ça intéressé, parce que d'abord les livres en quadrichromie sont un peu plus chers. Voilà. Mais il y a une collection Passage des Arts chez Bruno, donc elle commençait cette collection, il y avait déjà 2 livres. Je crois que le nôtre est le 4e de la collection. Voilà. Alors on va passer la parole à Bruno, mais juste avant, Mylène, justement, quand, comme ça, vous envoyez vos œuvres à des gens que vous sollicitez, des écrivains que vous sollicitez, en se disant ça correspond sans doute, j'espère que ça va correspondre à... où je vois bien un texte de un tel sur mes œuvres. Quand vous recevez les textes, quelle réaction? C'est toujours la surprise, hein. Mais est-ce qu'il y en a parfois des mauvaises ou des choses où vous dites, c'est comme les surprises, c'est-à-dire c'est mystérieux. Non, mais c'est mystérieux, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que déjà il y a le visuel, donc en fait voir où le texte est posé dans l'image, il y a le titre et puis il y a le texte. Donc en fait c'est toute une comment dire, voilà, c'est une émotion en fait. Voilà. Mais il peut y avoir des déceptions ou pas? Il peut y avoir. Comme Michel dit, parfois il y a des textes qu'on arrête parce qu'on voit que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui n'ont pas abouti à cause de ça, par exemple? Alors, non, il n'y en a pas qui. Je sais pas, j'en ai pas qui n'ont pas abouti. Mais je sais pas comment dire. C'est comme. J'aimerais trouver un exemple. C'est toujours. Comment dire. Il y a de l'étranger qui rentre sur quelque chose qu'on a fait soi. Et donc cet étranger, c'est aussi un... Comment dire, il faut se familiariser. C'est-à-dire, c'est pas non plus... voilà, c'est devenu quelque chose d'autre, en fait. J'ai envoyé quelque chose et je reçois quelque chose d'autre, donc je le reçois comme quelque chose de nouveau. Et maintenant, c'est comme ça. Donc je le lis exactement, peut-être comme vous le liriez. C'est-à-dire que... Voilà, je le lis comme quelque chose qui est plus à moi, qui est pas non plus à l'autre, mais qui est un... Peut-être un peu
alors je ne sais pas si la comparaison est exacte, mais comme un écrivain qui verrait son livre adapté au cinéma, c'est une autre lecture, c'est autre chose, il y a des images qui sont plaquées qui ne sont pas forcément celles qu'il avait en tête, mais c'est quand même de lui, et c'est une lecture que fait le poète de votre... Mais je pense qu'en fait, ce que je reçois, c'est pas un objet. C'est-à-dire que ce que je reçois, c'est vraiment une relation. C'est quelque chose qu'on va partager. Ça va être... moi, j'ai offert quelque chose d'un moment. Ça m'a pris tout le temps de gestation, de fabrication, d'envoi. Ça a repris du temps aussi chez l'écrivain. Voilà. Et ça revient. Voilà. C'est tout ce temps qu'on a passé l'un pour l'autre, en fait, sur un objet. Et c'est ça que je reçois. Voilà. Est-ce qu'il y a un dialogue au préalable avant l'écriture des textes, par exemple? Est-ce que... Non, je pense pas. Je pense qu'on fait les choses en toute confiance et en toute... voilà, c'est à chacun. On fait le mieux qu'on peut. Et mieux que ça, même. Bruno Doucet, alors comment est arrivé ce livre? À quel moment est-ce que l'éditeur intervient dans le projet? Et qu'est-ce que ça signifie pour vous dans une maison d'édition qui édite de la poésie et a priori plutôt que des textes, même s'il y a une collection un peu... voilà, qu'est-ce que ça signifie d'éditer aussi du visuel avec une qualité, etc. etc. Je vais répondre à côté. Vous voyez, dans ce que vient de dire Mylène, c'est pas simple pour un peintre d'expliquer ce qu'est son rapport à la peinture. C'est un peu comme demander à un poète d'évoquer les figures de style qui se trouvent dans son écriture, ou comme demander à quelqu'un qui est fou d'amour ce qui se passe dans son cerveau et comment son cerveau sécrète des molécules chimiques qui modifient sa physiologie et sa psychologie. Donc en fait, ce que j'aime vraiment dans la réponse que vient de donner Mylène, c'est cette idée que la création artistique, ça permet fondamentalement de se penser soi-même comme un autre, comme une autre. C'est ça que tu dis. Hein. C'est vraiment, je te trahis pas. Non, hein. Ça permet de se penser soi-même comme un autre. Et voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et dans cette question du dialogue entre un poète, un écrivain et un peintre, eh bien il y a chacun ouvre une fenêtre à l'autre. Chacun ouvre une fenêtre à l'autre. Et ce sont ces fenêtres qui se regardent sur des paysages multiples. C'est pas un regard devant un miroir. C'est vraiment cette ouverture à l'imaginaire de l'autre qui va enrichir celui qui écrit, qui va enrichir celui qui peint, et qui va, au fond, proposer un monde en expansion, un monde en ouverture. Moi, on parle de livre de dialogue, on pourrait parler de tissage. Tissage parce qu'on tisse des liens. Des liens qui évitent qu'on soit trop exilés loin les uns des autres. Et des liens entre les êtres, entre les arts, entre les langues, entre les générations, entre les pratiques, entre les regards aussi, parce qu'on a des représentations du monde qui sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes histoires. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau dans tout cela. Et puis j'ai envie d'ajouter que les poètes remercient les peintres de rendre la vie si belle et de pouvoir satisfaire notre droit humain à la beauté. Je pense que la peinture, elle nous sauve de tellement de choses. Moi, je ne suis incapable de peindre ou de dessiner, mais j'ai passé ma vie entouré par des gens qui peignent et qui peignaient. J'ai un père qui peint, peut-être on dirait un peintre du dimanche, mais ce peintre du dimanche, il a fait vivre mon enfance avec quelque chose qui rémunérait très fortement les sens. J'ai encore l'odeur de l'huile et de l'essence de térébenthine dans la tête. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que de voir quelqu'un qui vous dit « ça fait 1 mois que j'ai pas pu peindre, allez débarrasser la table, on n'a qu'une seule table, il faut que je puisse peindre ce soir ». Et puis je me relevais, j'avais 8-9 ans, je me relevais
à 9h du soir, et puis je passais une tête comme ça dans l'embrasure de la porte, et un paysage était en train de naître. Et puis le matin, je me levais pour prendre le petit déjeuner, mon père était endormi à côté d'un tableau qui était terminé, il avait bu 1 litre de café, et il allait partir au travail. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'une puissance incroyable. Il y avait quelque chose aussi d'un peu sauvage dans tout cela. Il y avait un ensauvagement dans une solitude d'artiste qui ne trouvait pas vraiment d'espace de dialogue ou d'exposition. Et je voyais monter ce besoin de peindre. Et c'est quelque chose qui m'a profondément nourri et fait réfléchir, et qui a aussi une incidence sur ma vie d'éditeur. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à la question. Être un éditeur, c'est quoi? Vous prenez une rivière, et puis vous mettez quelqu'un au milieu. Parfois, c'est un torrent un peu... Voilà. Mais vous mettez quelqu'un au milieu, c'est ça l'éditeur. C'est quelqu'un qui est à égale distance des 2 rives au milieu de la rivière. Et sur une rive, il y a un auteur, un poète, comme Michel. Et sur l'autre rive, il y a vous, il y a les lecteurs. Il y a le visage multiple et parfois invisible de ces lecteurs. Et l'éditeur, c'est celui qui va aménager un passage, qui va faire en sorte que le texte écrit par l'un puisse être reçu par les autres, et qui va trouver ce passage. C'est un passage à gué, c'est un passage sur un pont, une passerelle, je ne sais pas, il est différent à chaque fois. Mais et c'est faire en sorte que ça puisse aller de l'horizon d'un être à l'horizon de tous les autres, c'est ça. Et donc, on se tient à égale distance des 2 rives, parce que l'une n'existe pas sans l'autre. Pour moi, c'est vraiment ce travail de passeur. Mais lorsqu'on publie un livre comme celui-ci, alors c'est toute une rivière qu'on fait rentrer dans la rivière. Pourquoi? Parce que ce que je raconte là a déjà été vécu. Parce que c'est un peintre, une peintre, un poète qui vous disent, nous on a déjà imaginé ce passage d'une rive à l'autre, d'un mode d'expression à l'autre. Le poète vous dit, le visible a suscité l'écriture, il a suscité le lisible. Et puis le peintre vous dit, ah oui, finalement je suis entré dans des mots et j'ai donné des formes, des couleurs, des volumes à tout ça. Donc voilà, je trouve quelque chose de très très beau et de très nécessaire que de publier ces livres de dialogue. Et puis je ne veux pas être trop long, mais je veux dire encore une petite chose, c'est moi la glose, elle me casse les pieds. Vous voyez, le commentaire, l'analyse, la dissertation, ça m'a donné, quand j'étais étudiant et même professeur, des maux de ventre parfois et des crampes mentales. Et quand j'ai créé cette maison d'édition, c'était vraiment dire non à la glose et oui à la glaise. On va mettre les mains dedans tout le temps. Et on va publier des textes d'artistes, mais pas des commentaires sur l'art. Et pourtant, Dieu sait que ça m'est arrivé d'en écrire des études sur l'art. Mais là, non. Que ce soit un espace purement vivant, sensitif, j'ai presque envie de dire organique. Et faisons en sorte que les livres soient organiques, qu'ils te fassent sentir justement cette dimension d'une création en acte. Alors un livre comme celui-ci, c'est le cas. Et la collection Passage des Arts, je l'avais créée pour les éditions Segers, un jour, parce que j'avais reçu un manuscrit d'un auteur. Alors moi, je suis comme toi, je ne peux pas publier quelqu'un que je ne connais pas. Il faut que le compagnonnage soit possible, sinon c'est pas la peine. Et c'était un texte sur Rembrandt, d'un poète et écrivain suisse qui s'appelle François Deblu. Il a travaillé sur les autoportraits de Rembrandt, j'ai trouvé ça absolument incroyable, et j'ai dit, mais on va créer une collection pour publier ton livre. Et on va appeler cette collection Passage des Arts, c'est vraiment, le nom dit bien ce qu'il veut dire. Et quand l'aventure, je n'ai publié que ce livre, et puis l'aventure Segers s'est arrêtée, j'ai été licencié, et je me souviens que dans la négociation de mon licenciement, vraiment, ce que je voulais absolument, c'est qu'on me rétrocède la marque Passage des Arts. Et j'ai pas eu de cesse tant qu'on m'a pas signé un papier disant que j'avais créé cette marque et
j'en récupérais la symbolique, simplement la symbolique, le nom. Voilà. Et quand on a créé la maison d'édition, ben, assez rapidement, on a créé une collection qui s'appelle Passage des Arts. Et parfois, je me dis, après je m'arrête, je me dis deux choses en fait. Je me dis, si ma maison disparaît, ben, j'ai encore cette marque, vous voyez, je pourrais redémarrer avec Passage des Arts. Et puis le jour où je serai en mal personnellement d'inspiration, que je ne pourrai plus écrire, soit par désespoir, soit par lassitude, soit par atrophie, il restera la peinture. Il suffit d'ouvrir un livre, de regarder un tableau, et c'est le monde qui s'ouvre pour vous. Donc je pense que c'est le lieu de toutes les consolations. Voilà. Mais alors, quand on reçoit quand même un projet comme ça, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé, est-ce que on vous l'a proposé, vous l'avez proposé à Bruno, ou c'est lors d'une discussion? C'est comme le printemps, ça naît peu à peu, hein, c'est pas, le fruit n'est pas là tout près, c'est déjà des idées qui bourgeonnent, puis des poèmes qui fleurissent, des images qui arrivent, et une construction qui se fait à l'écoute du projet qui est en train de naître. Donc il y a un accompagnement entre la première conversation avec Michel et l'apparition du livre il y a au moins 3 ans, non? Oui, oui. Hein, largement. Mais tu avais accueilli, je dis juste un mot, tu avais accueilli le triptyque sans visage dans l'anthologie du Printemps des Poètes, donc pour moi c'était une ouverture. Je disais on peut continuer. Souvent, tu as commencé à publier en anthologie des poètes que tu as publiés ensuite en recueil. Donc voilà, c'est comme ça, en toute confiance, je t'ai envoyé mes premiers essais sur Mylène, et apparemment ça a retenu ton attention. Et j'étais très content et encouragé, parce que je ne suis pas quelqu'un très sûr de lui. Donc ça, j'avais un encouragement très très fort quand j'ai vu que tu avais envie d'aller plus loin. Ouais. Et du coup, ce livre est non plus un dialogue comme un livre d'artiste, mais un trilogue alors. Oui, oui. Disons non, c'est un dialogue, mais mais il faut qu'ensuite ça devienne un dialogue avec le public, avec le lecteur, parce que un livre de poèmes, c'est un livre dont le lecteur va devoir faire la moitié, à peu près, quoi. Hein, quand on ouvre. Les poètes ne se foulent pas, hein, finalement. Ils ne terminent aucune ligne, ils laissent du blanc partout. Donc les textes sont suffisamment inaboutis, inachevés, pour laisser au lecteur, aux lectrices, une grande part de liberté. Donc moi, je pense toujours à ça. C'est ça le travail de l'éditeur, laisser oui, de la place à la... mais en fait, il y a l'auteur, là, il y a 2 artistes, donc il faut être à leur écoute. Il y a ce qui est en train de naître, qui est comme une personne, un texte est comme une personne, c'est quelque chose de vivant, donc il faut être totalement à l'écoute de cet être en devenir qui est le texte ou le livre. Et puis il y a, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui se passe sur l'autre rive, le lecteur, les lecteurs, parce que le livre va devoir traverser l'espace et le temps, il va aller loin. Ce livre, il est vendu un peu partout. Voilà, enfin, j'ai des gens qui l'ont acheté au Québec et qui m'en parlent. Et puis il y a peut-être des gens qui le découvriront quand nous ne serons plus là et qui diront waouh, ça a été, on dirait que ça a été écrit pour moi ou que ça a été peint pour moi. Il y a des gens qui diront ça un jour. Donc je pense à tout ça, voilà. Et j'essaie de le faire tenir ensemble, de faire tenir toutes ces choses-là ensemble dans une forme, dans une identité, avec une exigence qui est celle du nombre. J'aime bien ce que disait Marie tout à l'heure. Moi aussi, voilà, ce livre en a tiré, je ne sais pas, 2000 exemplaires. C'est pas simple de les vendre, ces 2000 exemplaires, mais on se met à la hauteur d'une attente, d'une exigence. Puis on se dit que, voilà, il y a plusieurs centaines de librairies en France qui vont peut-être faire confiance à ce livre. Alors, ce type de livre, donc, est-ce que vous aimeriez en publier plus? Est-ce que vous dialoguez avec des peintres et des poètes pour voir s'il y a des projets naissants et les favoriser, les accompagner? Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous les proposer? Comment est-ce que... Alors des projets, il y en a plein. Le livre qui a suivi celui-ci, c'est un livre de Zahu. Zahu, il est là, il s'appelle Dessiner, ce livre. Pour lui, on a changé le format, on a agrandi le format. Zahu, c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'illustration jeunesse. C'est un monsieur qui a pas loin de 80 ans. C'est un immense artiste, il a dû faire à peu près
150 albums jeunesse avec les plus grands écrivains. Et puis, un jour, il est venu me voir et il m'a dit ce que personne ne sait, c'est que j'ai peint, dessiné les femmes tout au long de ma vie. Et je voudrais te montrer mes carnets. Et je voudrais que tu viennes glisser tes poèmes d'amour que j'ai lus à côté de mes images. Et puis, c'est un projet qui a dû cheminer au moins 2 ou 3 ans dans ma tête avant que je lui donne une forme. Déjà que j'élargisse, c'est-à-dire c'était pas simplement mes poèmes, mais on a réalisé une anthologie avec 20 poètes. Et Esaü nous a laissé 200 œuvres, on a fait ce qu'on voulait avec, et on a construit un livre avec à peu près 80-90 images. On a attendu d'avoir tout terminé pour lui montrer le chemin de fer de notre travail, et puis les pages qui étaient déjà montées. Et il était très ému, et on parcourt la France aujourd'hui avec lui, avec ce monsieur qui fait des lectures dessinées. Et je lui dis, alors nous on lit les poèmes, parfois avec un musicien, et puis lui il est en train de dessiner, il y a une caméra posée sur sa main, il y a des dessins qui arrivent à une vitesse hallucinante, qui sont très très beaux, il les abandonne au public après, c'est merveilleux. Et puis je lui dis, mais tu écoutes les poèmes quand je les lis? Il me dit, non, j'écoute rien, mais je sens tout. Et voilà. Donc le dialogue, il se fait aussi par l'oralité. Et cette peinture, ces performances en direct. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté visuel, mais il y a le côté oral qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des écrits qui sont des objets qui sont faits aussi pour être dits. Oui, absolument. La poésie, hein, c'est ça. Et alors, il y a des prochains projets en cours dans cette collection? Pour l'instant, le livre de Esaü vient de sortir, donc on prend notre temps. Oui, il y a plusieurs artistes auxquels je songe, voilà. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision encore. Marie, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vous sentiez pas éditrice. Alors moi, j'ai lu, peut-être mes informations sont fausses, que vous avez quand même accompagné l'édition de certains livres. Alors pourquoi, quelle différence vous faites entre votre travail, du coup, et de quel ressort est-ce qu'il est par rapport à l'accompagnement de la sortie de ces livres et celui de Bruno? Je me sens pas éditrice par rapport à un éditeur pareil. Mais quand j'ai apporté des livres et que j'ai senti le poids de mon sac à dos, je me suis dit que peut-être je suis un peu éditrice. Ah. Parce que ça commence à faire lourd. Alors par exemple, sortez-nous votre... En fait, je fais des monographies, je fais des livres pour aider les autres. Voilà, donc je fais, je sais pas, vous connaissez peut-être pas. Frédéric Couraillon. Il y en a plein. C'est des livres. Celui-ci, il est sur... Ça reste des livres, voilà, il y en a... 400 livres d'Odette Ducard. Et puis j'ai monté des collections aussi de livres comme ça. J'en ai apporté 2, mais c'est une collection qui s'appelle Dialogue sur les artistes. J'ai sorti une collection aussi de petits livres qui coûtent pas cher. Enfin voilà, ça ressemble à des livres. Hein. Il y a des pages, on peut les tourner, ça ressemble à des livres. Mais en fait, le but pour moi, c'est d'aider les autres. Voilà. Je fais des livres d'art sur des gens qui n'ont pas de livres pour leur permettre de travailler plus facilement. Parce qu'on est tout de suite un peu reconnu quand on a un livre. Donc Frédéric Couraillon n'avait aucun livre, j'ai fait une sorte de monographie. Et après, je ne cherche pas à gagner des sous, je cherche éventuellement à rentrer dans mes frais. Alors certains livres marchent et d'autres ne marchent pas, et ceux qui ne marchent pas sont aidés par ceux qui marchent. Voilà, c'est un système solidaire. Alors du coup, vous avez quand même créé une maison d'édition? Non. Non. Je fais des livres. C'est pas sérieux, mais c'est quand même un peu sérieux. Il me semble que si, hein, quand on voit le résultat. C'est parce qu'en plus, ce sont quand même des beaux objets aussi. Enfin, une belle représentation. Je suis maline. En fait,
j'essaye de faire des livres qui ne coûtent pas trop cher à faire, mais qui sont quand même un peu bien. C'est-à-dire que je triche. Je fais des livres soi-disant couleur, et puis dedans, je mets des cahiers noirs et blancs, ce qui me baisse un peu le prix. Enfin, je trouve toujours des astuces. Et elle fait tout. Ah oui, et en fait, je fais tout. La maquette, tout ça, c'est... Ah, je fais tout, parce que comme ça, j'ai pas besoin de payer les autres. Et moi, je fais tout bénévolement, alors c'est pratique. Mais mon but, c'est, quand je sors un livre à 1000, 2000 exemplaires, j'en donne énormément à l'artiste pour qu'il puisse travailler avec les bouquins. Et puis moi, comme je suis peintre, j'en dépose aussi dans les lieux où j'expose pour essayer de placer mes amis. Mais c'est pas facile. À bon entendeur, salut. Les lieux, moi je sais pas. C'est dur à faire bouger les gens. Si vous le dites, il faudrait demander aussi à Bruno s'il est d'accord sur le sujet. Mais quand je vous entends parler, vous dites, vous n'êtes pas éditrice, mais Bruno dit, moi je suis au milieu de la rivière et je fais un lien, un pont entre les deux. C'est exactement ce que vous faites. Quand vous dites j'en publie 1000 ou 2000 exemplaires, c'est exactement les tirages dont Bruno vient de parler. Donc peut-être vous avez... Oui, mais Bruno a un diffuseur peut-être. Oui, alors moi j'ai pas de diffuseur. Et l'objectif n'est pas de Ah bah tirer, si, il faudra en vendre. Oui, franchement, mais... l'objectif c'est d'en vendre pour en refaire. Pour en refaire. Mais pas forcément d'en vivre. Ah bah non. Si, non. Non, moi je gagne rien. C'est juste le plaisir d'avoir fait un livre. Mais c'est déjà énorme. Alors du coup, comment est-ce que vous allez chercher les artistes? Est-ce que c'est vous qui proposez aux artistes de faire un livre sur eux? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir en disant est-ce que tu pourrais m'aider? Comment est-ce que ça se passe ça? Comment ça se passe? Elle ne peut rien expliquer. Non, elle ne peut rien dire. Je vous en demande beaucoup, je suis désolé. Souvent, je suis amoureuse du peintre ou de la peintre. Et c'est une histoire d'amour. Moi, je suis une grande amoureuse, en fait. Donc, on pourrait dire que je fais des livres qu'avec des gens que j'adore. Mais à un point excessif. Et c'est une manière de leur montrer mon amour aussi. Je sais pas si je... Si, les faire connaître, les aider justement à se faire connaître, comme vous venez de le dire. Il me semble que c'est une belle preuve d'amour, tout à fait. Mais j'aime bien le côté technique du livre, en plus. J'adore monter un livre. C'est comme monter une exposition avec les salles et tout. Un livre, il y a des rythmes, il y a des... Ça doit être beau aussi quand vous le regardez, c'est pas anodin. Chaque page est importante. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour faire un livre, il peut être beau. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'œil. Et j'aime beaucoup ce côté technique. Mais alors peut-être parce que vous êtes artiste vous-même et que vous avez un œil, sans doute, aguerri, peut-être aussi c'est pour ça que vos livres sont beaux. Je ne sais pas s'ils sont beaux, mais en tout cas, moi, je les trouve beaux. Alors on va les donner, on va les mettre entre toutes les mains et comme ça on verra bien s'ils sont beaux aussi. Mais alors du coup la question, alors peut-être vous ne l'avez pas analysée, donc je suis désolé de vous demander de vous poser cette question, mais en vous écoutant je me dis peut-être aussi vous faites un parallèle, donc conscient ou pas, mais entre certaines de vos peintures et la création des livres. On a l'impression aussi que parfois certaines de vos peintures, on pourrait en faire des livres page à page, en prenant chaque... En fait, c'est deux choses différentes. Il y a ma peinture d'un côté, mais je ne mélange pas tout. Ça, c'est carrément autre chose. Ça ne fait pas partie de ma vie, ma vraie vie. En fait, c'est comme quelqu'un qui va faire du tennis une fois par semaine. C'est un lobby pour vous. Un lobby. Un loisir. Voilà. Mais ma vraie vie, c'est quand même la peinture. Tout à fait. Mais quand même, c'est vachement bien parce que quand vous êtes peintre, vous avez souvent des livres et des catalogues sur vous. Et je rends service parfois aux gens qui montent un catalogue sur moi parce que je leur dis « Oh, bah, je vais vous le faire ». Et ça leur coûte rien. Ils sont super contents. Et puis moi, c'est pratique parce que je peux monter aussi mes catalogues.
Mais oui. Donc Donc, c'est vraiment vachement bien de savoir faire des livres. Un genre de détente, quoi. Tout à Voilà. fait. Mais avec tout ça, on se demande, est-ce que vous dormez? Ah bah, tout le monde me demande cette question. On m'a même dit que j'étais un couteau suisse, parce que je faisais plein de choses. C'est pas tout à fait faux. Je sais que vous faites de la musique aussi. Je sais que vous avez fait des films sur votre travail, et que vous en avez, je crois, écrit la musique aussi, là aussi, avec l'idée de dire, bah, ça m'évitera de payer des droits d'auteur, etc. Donc vous êtes effectivement un couteau suisse. Mais moi, j'aime bien me débrouiller toute seule, parce que c'est long à attirer les autres. On n'est jamais Et- si bien servi de Et personne. moi, je me débrouille bien toute seule, alors ça va bien. En tout cas, c'est formidable de voir une telle complémentarité dans votre travail. Et effectivement, on a l'impression que tout se répond aussi, que tout coule de source finalement. Bon, c'est simple. Franchement, tous, vous pouvez faire des livres, c'est vraiment simple. Et après, il y a des À bonnes notre époque, librairies. il n'y a rien de plus facile. Moi, mon père était éditeur, et il y a 50 ans, c'était vraiment compliqué pour faire des livres. Hein. Il collait les titres avec du lettre à 7. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Nous, on en avait plein, on s'amusait à en mettre partout, les enfants. Mais je voyais les adultes, c'était compliqué. De nos jours, avec un ordinateur, mais c'est d'une simplicité incroyable. C'est étonnant. Enfin, on a vraiment l'impression qu'effectivement, quand on vous écoute, bah, demain on s'y met. Hein. Ah bah, c'est très très simple. Hein. Moi, je conseille à tous ceux qui veulent faire des livres d'en faire et très rapidement de vous y mettre. En Mais alors, une semaine, vous pouvez faire un livre. Les éditeurs ont du souci à se faire. Il y a de la concurrence. Alors, avant de vous laisser peut-être poser quelques questions, puisqu'on est dans les livres et dans la production par rapport effectivement aux artistes, quelques mots, Mylène, sur ce livre, Les femmes qui rient. Pourquoi est-ce que vous avez eu peut-être la nécessité de le publier, enfin la nécessité intime, j'entends. Donc dans ce livre, on rentre un petit peu dans le travail de l'artiste, on voit comment vous avez travaillé, quelle était la façon dont vous y êtes prise, et puis c'est aussi un livre alors, qui me semble compléter le travail, puisqu'il donne la parole aux femmes avec qui vous avez travaillé, et elles ont chacune une page, chacune elles ont écrit des textes, plus ou moins longs, parfois il y a 3 lignes, parfois il y a un texte conséquent qui donne des émotions par rapport au travail, par rapport à la façon dont elles ont travaillé avec vous. Donc pourquoi est-ce que ce livre il vous a paru important de le faire? Quand j'ai d'abord fait le dessin, je ne pensais pas du tout que j'allais faire j'avais dessiné 30 femmes, et puis j'avais pas pensé non plus l'émotion que ça m'a procuré, en fait, avec chacune qui est venue, puis tout ce qui s'est passé, et puis ce qu'on a pu échanger au moment où j'ai fait, parce que je travaille à partir de photos, donc c'est une... voilà. Et en fait, quand j'ai arrêté le dessin, je l'ai arrêté parce qu'il était trop lourd. Parce qu'en fait, chez moi, c'est pas aussi grand, là, parce que le dessin, il fait 14 mètres, mais je roule, en fait, le papier, puis j'en recolle un autre, et je continue comme ça. Et à un moment, je pouvais plus porter le rouleau, et je me suis dit, il faut que j'arrête, quoi. Et j'ai arrêté vraiment à regret, c'est-à-dire j'aurais encore bien voulu continuer, voilà. Et puis voilà, et ce dessin, je me suis dit, il va falloir... j'ai pensé en fait à tout ce qui s'était passé, et je me suis dit, ça serait formidable en fait, parce que c'est beaucoup plus, pour moi, quand je le vois, c'est beaucoup plus que du dessin, c'est justement de la vie, ce qui s'est passé. Et j'ai voulu en fait que chacune en fait dise quelque chose sur son rapport au corps. Je me suis dit, c'est pas rien. J'ai vu les émotions, parce que c'est pas rien de se déshabiller, même quand on est une femme devant une femme, se faire prendre en photo, en plus de rire, parce que c'était ça la demande que j'ai faite, quoi. Et voilà, donc je me suis dit, ça serait vraiment génial de faire un livre. Et puis j'ai vu Marie, j'ai dit, ça serait vraiment génial. Directrice de publication, Marie Morel. Et elle m'a dit, mais vas-y, fais-le, etc. Et donc c'est parti, voilà, j'ai demandé, donc c'est parti comme ça. En tout cas, c'est un beau livre aussi, et puis la parole des femmes est tout à fait
émouvante aussi, tout autant que le travail que vous avez réalisé, qui est franchement formidable. Je trouvais que c'était beau en fait qu'il y ait qu'un dessin, parce qu'en fait souvent on a l'objet final, et je trouvais que c'était, et surtout enfin, celui-là en tout cas, c'était comme on était plusieurs, c'était beau en fait qu'il y ait aussi son histoire, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, qui passe, et puis voilà, le vivant à l'intérieur, et puis qu'il y ait aussi un regard extérieur. Donc j'ai demandé, enfin j'ai eu l'occasion de voir Annie Ernaux, on était en train de faire un film, voilà, du coup elle intervenait, et j'avais photocopié, une grande photocopie comme ça du dessin, je lui ai montré, et comme elle a réagi, elle a été voilà, un peu voilà, émue, tout ça, et après quand j'ai fait comment dire, le livre, je lui ai demandé si elle acceptait d'écrire son regard. Voilà. Donc elle a pris aussi son temps, et puis après elle m'a dit oui, voilà, voilà. Donc ça c'est quelque chose, voilà, ça se fait. Voilà. Donc le livre le raconte. Et Annie Ernaux qui sera aussi présente les 9 et 10 mai, je crois. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Alors peut-être est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités sur le travail de peintre en édition. Est-ce que on fait passer un micro? Si vous permettez, j'ai une question. Oui, oui. Moi j'adore la poésie aussi, un peu comme vous. Mais je trouve que, en fait, la poésie... Ah, mais j'ai une voix qui porte, n'est-ce pas? En fait, je trouve que la poésie, donc c'est joli à l'écrit, mais dans la vraie vie, c'est différent. Dans la vraie vie, je ne sais pas, avec les gens que je ne connais pas, par exemple, si je leur dis 2-3 phrases de poésie bien rimées, ben, ça sort de l'ordinaire et ça fait peur. J'ai l'impression. Et ce que je souhaite savoir, en fait, c'est quel est le poids de la rime dans vos poésies? Aucun. Non, la rime, moi je la pratique pas. Si elle vient, je ne la chasse pas. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit avant. Quand vous avez dit que peut-être on se demandait à quoi rimait la poésie dans la relation avec les gens, moi j'ai fait plusieurs expériences. Parfois je me sers de mes proches, mais je me sers de ma compagne. J'ai remarqué quand je suis en déplacement comme ce soir, loin d'elle, si je lui envoie un SMS en lui disant « tu me manques », elle me répond une fois, mais si je le dis 3 fois, elle ne répond plus. Par contre, si je lui envoie un SMS en lui disant « qu'est-ce que le jour sans ta présence », je dis les choses un peu autrement, et là, tout de suite, mon téléphone vibre dans la poche, elle me met « oh, continue, continue ». Et donc, voilà. On peut simplement faire un pas de côté dans le langage. En fait, pour moi, être poète, c'est pas une activité littéraire. Je me dis pas, je vais écrire un poème d'amour, c'est pas ça du tout. Je pense qu'être poète, c'est prendre les mots de tous les jours, et puis on leur met les vêtements de la fête, quoi, tout simplement. C'est ça. Justement, à ce sujet-là, j'ai l'impression qu'un poète, ce qu'il fait, en fait, c'est tout simplement de dire aux gens des choses qu'ils savent déjà. Et c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Par exemple, c'est un peu aussi extraordinaire que de rappeler à quelqu'un la chance qu'il a d'exister, par exemple, chose qu'on a tendance à oublier. C'est la vérité. Donc en fait, je trouve que c'est extraordinaire que le poète dise des choses que les gens savent déjà, n'est-ce pas? Et que en plus c'est extraordinaire. Voilà. Oui, extraordinaire, ça veut dire que écrire de la poésie, c'est se mettre sur la pointe des pieds pour être à la hauteur des enjeux d'existence qui sont devant nous. Je vois ça comme ça. Moi, j'ai envie de dire justement, tout à l'heure, on a vécu un très bel instant de poésie grâce à Mylène qui voulait qu'on la comprenne et qui s'est mise à notre hauteur en nous disant « je ne sais pas comment dire ». Et je l'ai déjà vu la dernière fois quand tu as fait la visite pour les personnes sourdes en langue des signes. Enfin, toi, tu la faisais en français, chacun... et tu as tellement envie qu'on te comprenne. Et, pardon, parce que derrière, peut-être on m'entend pas bien. Oui, justement, et tu as commencé en disant tout à l'heure, moi, je n'écris pas.
Et dans ce moi je n'écris pas, on entendait, moi la langue c'est pas mon truc, je suis pas très bonne. Enfin moi j'ai senti ça, j'ai entendu ça. Peut-être que c'est pas ce que tu voulais dire, mais moi j'ai entendu ça. Et alors qu'en fait, justement, tu as une expression qui pour moi est extrêmement poétique, dans la mesure où tu cherches, tu veux qu'on te comprenne, et donc tu tentes de t'expliquer par des termes très simples, des phrases et des images très belles. Enfin moi je trouve, hein, enfin, moi, tout à l'heure je t'écoutais, je me disais, mais en fait, je crois que je comprends sa peinture, même si je la vois pas. Je crois que je la comprends. Bah merci Yasmine. Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas, ça m'est égal si je me trompe, parce que ce qui est important, c'est l'avoir ressenti. Et je pense que la poésie, c'est aussi ça. Ça m'est égal si j'ai raison. Enfin, on s'en fiche. Non, enfin, je sais pas. On s'en fiche si on comme ce que tu disais, moi j'envoie quelque chose et je reçois autre chose. Ça m'émeut en fait, en disant, je reçois autre chose. Et enfin, moi j'entendais bien que tu disais pas oui, ça m'explique autre chose, il a ressenti différemment, machin. Non, que c'était vraiment quelque chose d'échangé. Et que cette autre chose n'a en rien abîmé ou changé ce que toi tu as envoyé. Il y a ce que tu as envoyé, il y a ce que l'auteur, le poète a voulu y mettre, enfin y a mis, ce que tu as vu, et il y a cette troisième chose, c'est une histoire de couple quoi. Il y a le premier, il y a le deuxième, et il y a le tout. Voilà, pour moi la poésie c'est ça, c'est tout simple. Et dans ce cas-là, c'est dans la vie de tous les jours. Voilà, effectivement, si on en arrive devant quelqu'un en lui parlant en rime, est-ce que c'est vraiment tout le temps de la poésie là? Pas forcément. Des fois, c'est du plaquage. Enfin, il me semble. Voilà. C'est beau tout ce que vous venez de dire. Moi, je partage complètement. Et on pourrait dire que l'artiste n'est pas propriétaire de ce qu'il produit. On n'est même pas, quand on écrit un poème, on n'est jamais détenteur du sens de son poème. Parce que le sens, il se construit avec le lecteur et le sens est constamment renouvelé par la lecture. Donc il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de titre de propriété. Voilà. Mais par contre, on a inventé la démocratie. Ah ben oui, c'est parce qu'on offre un espace, on ouvre un espace à la liberté d'interprétation des autres. Donc on est dans un espace qui est complètement démocratique, qui est pluriel, qui est participatif. Enfin, c'est moderne. Hein. Autre question? C'est pas forcément une question. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure là, concernant les deux fenêtres, c'est-à-dire deux fenêtres qui s'ouvrent, c'est-à-dire que aussi dans la rencontre il y a quelque chose, non pas du commentaire et que ça soit d'un côté ou de l'autre, mais peut-être du côté de l'amplification et peut-être ça devient un autre objet. Je pensais aussi ça peut s'articuler avec, c'est-à-dire le fait que celui qui regarde ou qui lit le texte, il crée aussi quelque chose dans l'histoire. Et ça devient aussi, ça devient encore un autre objet. Quoi. Et juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la poésie, c'est aussi une manière de, comme toute œuvre de création, c'est quelque chose qui permet de transfigurer quand même quelque chose autour du quotidien, sans pourtant que le quotidien, ça soit... il a un intérêt, le quotidien aussi. Hein, il n'est pas méprisable, mais de le transfigurer dans le sens... dans le sens où... c'est pas... Je pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose du côté de l'inquiétude. C'est pas seulement du beau, c'est quelque chose qui vient toucher autour de l'essentiel des enjeux de du vivant et qui fait aussi que dans le fond on est mortel et puis comment on se démerde avec tout ça. C'est peut-être bon, mais et qui a la trace de cela. Moi, la poésie, c'est pas de l'édulcorer, c'est pas de la joliesse, c'est quelque chose qui vient vibrer à la vie, à la mort. Voilà. Juste un mot, après je vous passerai le micro, mais oui, moi je ressens ça très fortement, c'est-à-dire qu'on se met à écrire des poèmes parce qu'à un moment donné, on se rend compte que la vie ne suffit pas. Si elle suffisait, on n'aurait pas besoin de peindre. Si le paysage nous suffisait, si le monde tel qu'il est
nous convenait, on n'aurait besoin ni de peindre ni d'écrire. Oui, je voulais juste dire un mot. Historiquement, la poésie a joué beaucoup d'importance à certains moments de l'histoire, et puis elle s'est démonétisée à d'autres moments. Et je pense que le XXe siècle, on a eu tout un va-et-vient d'intérêt très fort pour la poésie et de détournement de la poésie. Il y a quelqu'un qui a analysé ça très bien, qui s'appelle Georges Mounin, qui est un sémiologue, qui a écrit un livre « Poésie et société » dans les années 50, et il disait que la plupart des gens avaient des émotions poétiques, mais ne le savaient même pas. Et ces émotions poétiques, ils les trouvaient dans le cinéma, dans la chanson, et beaucoup se sont détournés de la poésie parce que la poésie demandait un effort de lecture, alors que la chanson arrivait par la radio, par la télévision, par le cinéma, etc., ou la télévision, donnait des émotions. Toutes les émotions ne se valent pas, évidemment, mais une émotion poétique pouvait permettre, justement, d'aller vers la poésie ensuite. Mais c'est ce pas qui reste à faire, donc ouvrir le livre, aller dans une librairie, aller écouter des poètes quand il y a des récitals, et d'ailleurs les récitals sont assez suivis. Il y a un grand festival de poésie que Bruno connaît très bien, à Sète, tous les ans, au mois de juillet, et il peut y avoir 20 ou 25 événements au même moment dans la ville, et tous ces événements sont très suivis. Et c'est un festival extrêmement original, puisque des récitals se font aussi bien sur des places publiques, sur des tréteaux, sur des bateaux, sur la plage de Sète. Et les événements commencent dès 5 heures du matin, et d'autres se terminent très tard. On n'est pas obligé d'assister à tout, mais ce festival montre qu'il y a un intérêt et un public nombreux pour la poésie quand la poésie est vivante, vraiment vivante, parce qu'il y a un élitisme, dans les périodes où la poésie recule, il y a un élitisme et un hermétisme qui parfois détournent complètement de la poésie. Et il y a beaucoup de livres. Moi, j'écris aussi des notes de lecture, je reçois beaucoup de livres, mais il y a beaucoup de livres qui encore aujourd'hui me tombent des mains. Je reçois des livres écrits par des gens fort intelligents, mais qui ont une poésie tellement dévitalisée que je trouve qu'il n'est pas étonnant que certains lecteurs s'en détournent. Alors, d'autres lecteurs trouveront peut-être de l'intérêt aux livres qui me tombent des mains, mais j'avoue qu'il y en a quand même beaucoup qui me tombent des mains. Mais j'ai aussi de grands enthousiasmes. Voilà, c'est ce qui fait mon bonheur aussi de lecteur. Excusez-moi, par rapport à ce que vous dites, moi ça me touche beaucoup, mais comment faire quand on aurait envie et qu'on ne sait pas mettre les habits de fête à des mots? Comment vitaliser? Il faut les peindre. Vous voyez, c'est vraiment un talent. C'est vraiment un talent. Les habits de fête sont parfois extrêmement modestes. C'est pas un habillage, la poésie, c'est pas un habillage. La poésie de Guy Vic est faite de mots extrêmement simples. Je ne crois pas que le mot fête, je peux l'employer bien sûr, parce que c'est une fête d'essence, c'est une fête des émotions, mais c'est pas forcément pour faire beau. Les grands poèmes ne sont pas toujours faits de belles images. Il y a parfois des images horribles qui rendent compte d'une autre beauté, une beauté intérieure ou une beauté dérangeante. Le monde dans lequel nous vivons suscite beaucoup d'angoisse. Donc les poètes sont aussi ceux qui parlent autrement de cette angoisse et qui parfois aussi sont des donneurs d'alerte. Il y a une alerte aussi dans la grande poésie. Il y a un poète japonais qui vit à Fukushima et qui continue d'écrire. Il n'a pas voulu quitter Fukushima. Il écrit un poème tous les jours. Et un recueil a été publié en France, en traduction, qui s'intitule « Jet de poème à Fukushima ». C'est une autre façon aussi de résister par les mots, par le poème, à la folie des hommes. Je vous remercie. Après, quand je reprenais l'image des habits de fête, même si je
considère pas que ça doit pas forcément être faux, je partage tout à fait. Mais ma question, c'est même moi j'essaye en fait. Et je trouve ça tellement dur d'être précis. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des entrailles, en fait. Moi aussi, j'ai le sentiment que ça vient de là. Mais je trouve ça vraiment, vraiment dur. C'est dur pour les poètes aussi. Tout ne vient pas toujours facile. Venez demain soir à la librairie Garin avec Maram Al-Masri, parce qu'il y aura des éléments de réponse possibles avec cette poète syrienne, parce qu'elle sera là demain toute la journée. Parce que, par exemple, voilà quelqu'un qui a des moyens d'expression qui sont pauvres, en arabe comme en français. Ses moyens, c'est... Elle est même un peu dyslexique. Je peux le dire parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc, et si elle était là, je le dirais de la même manière. Et quand on lui dit, l'autre jour, je faisais une rencontre avec elle, quelqu'un lui dit, mais parce que je suis son éditeur, mais votre éditeur, c'est quoi pour vous? Elle dit, mais c'est ma colombe vertébrale. Elle se tourne vers moi, elle dit, colombe ou colonne, comment c'est le mot en français? Non, mais elle a dit, c'est ma colombe vertébrale. C'est juste que quand je le répète, j'en frémis, tellement je trouve ça beau. Alors, on peut avoir des moyens restreints. Parfois, je le dis pour Maram, c'est par rapport à d'autres écrivains, c'est comme le chat d'une aiguille. Alors on ne s'appuie qu'à faire passer le fil, et puis hop, elle fait passer tout un tapis. Et on se demande comment c'est possible. Voilà. Donc il y a un peu de... Je n'ai pas répondu à la question. Dernière question, remarque ou compliment? Oui, je voulais profiter de cette soirée pour remercier Marie qui nous fait la joie chaque fois de nous offrir un petit regard que je reçois régulièrement 6 fois par an ou 5 fois par an. Et j'invite l'assistance à s'abonner à cette revue qui est vraiment merveilleuse et qui vraiment, moi, elle m'a fait découvrir un tas de peintres dont vraiment j'aurais ignoré le travail. Et je voulais aussi dire que dedans, souvent, il y a des informations sur des expositions. C'est vraiment formidable. Et sur les livres, et notamment le livre d'Odette, par exemple, je l'ai trouvé extraordinaire. Et je l'avais acheté, les livres de Mylène, tout ça. Je trouve que c'est vraiment formidable. Et ce petit regard, c'est vraiment, je le reçois avec plaisir régulièrement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est gentil. Félicité. Il faut savoir. En fait, regarde, c'est ça, c'est une toute petite revue d'art qui a 20 pages et qui arrive donc 2 fois tous les 2 mois. Et chaque fois, je présente un artiste. Et quand on reçoit Regard, on reçoit aussi les petits mots, qui est plein de petites surprises dedans et qui annoncent les fameux livres que je suis censée faire et qui parlent de mes expositions parce que bon, je fais de la peinture. Et en effet, il faut s'abonner. Ça fait de très jolis cadeaux aussi. Oui, on peut abonner ses amis. En fait, on peut abonner tout le monde. Vous pouvez abonner des tas de gens. Et franchement, faut aider cette petite revue parce que dans ce monde complètement pourri par certains côtés, ça c'est vraiment une petite chose faite, vraiment c'est moi qui fais ça. Hein. C'est fait simplement. Et c'est vraiment fait que pour aider les artistes. C'est vraiment même pas fait, je gagne pas un sou avec ça. Je perds beaucoup de temps. Mais c'est une manière d'aider les autres. Donc c'est... Voilà. Merci Laura.